Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de France. Et à l'approche de la COP28 qui aura lieu à Dubaï fin 2023, je vous propose aujourd'hui un entretien avec Ares Youssef, fondateur de la fondation Gaïa pour l'écologie et ancien conseiller du président ukrainien. L'économiste s'est confié à Tom Benoît sur la nécessité d'indexer l'ensemble de notre système économique sur le vivant et l'écologie. Ares Youssef souhaite que la planète ne soit pas la grande absente de cette COP28. Il s'est également livré à Tom Benoît sur l'importante transition numérique que nous sommes en train de vivre et nous irons pour cela à Monaco où s'est tenu le grand sommet annuel sur le métaverse. Regardez. Bonjour Ares Youssef. Vous avez été conseiller du président ukrainien Viktor Yushchenko, vous avez étudié l'économie, vous avez porté d'ailleurs une thèse, présenté une thèse à la faculté des sciences d'Ukraine. Vous avez eu une vie d'entrepreneur, une vie de philosophe également, de philanthrope. Vous avez créé une fondation qui s'appelle Gaïa. Pourquoi ce mot ? Gaïa, c'est la conscience, ma relation avec la planète, avec l'environnement, avec le monde dans lequel je vis. Ma relation avec Gaïa a commencé, je pense, dès mon enfance, avec mon amour pour les arbres, pour l'ombre, pour les feuilles, pour les oiseaux. J'ai une nature poétique depuis l'enfance. Et ma nature me dit que j'ai une double âme à l'intérieur de moi. Une âme est connectée aux êtres humains, et l'autre est connecté au monde, au ciel, à la pluie, à la verdure. Je passe ma vie à essayer de comprendre pourquoi les gens avancent à l'aveugle et ne peuvent pas trouver la conscience en eux-mêmes. Pas tous, bien sûr, mais il y a cette masse qui cherche à satisfaire ses besoins et ne comprend pas que la source de tout le bien que nous trouvons dans nos besoins et Gaïa, notre planète, notre Terre. Et je veux faire prendre conscience de l'attitude à adopter envers notre planète pour en prendre soin, lui donner de l'amour et du respect. J'ai bien apprécié le fait que pour les Grecs, Gaïa est une des toutes premières déesses. La déesse grecque Gaïa, c'est la terre-mère. C'est la source du bien et de la vie. Je crois que notre planète est un organisme vivant dans lequel nous vivons. Nous sommes comme des enfants qui ne peuvent pas encore sortir de cette matrice. Gaïa est notre mère, notre utérus. J'ai donc cherché à savoir pourquoi Gaïa. J'ai alors découvert l'ouvrage de James Lovelock intitulé The Gaia Theory, la théorie Gaïa. Je pense que James Lovelock est un homme du niveau de Nikola Tesla, mais nous ne le connaissons pas assez. C'est pourquoi je veux, en travaillant sur cette nouvelle prise de conscience, que les gens réalisent vraiment la valeur de notre planète. Alors, vous parlez de philosophie, il y a une citation qui revient très souvent chez vous. « La lumière sur notre planète appartient à tous, elle est omniprésente et constamment en mouvement, chacun de nous la porte en lui. » Est-ce qu'il y a eu deux parties dans votre vie ? Une première partie lors de laquelle vous étiez tourné vers l'économie, pour ainsi dire, vous avez fait des études d'économie, et une seconde partie, actuellement, lors de laquelle vos pensées se portent plus vers de la philosophie très ontologique. C'est vrai. Et c'est intéressant. Je regardais donc l'économie à travers la définition de cette science. En principe, toute science est déterminée par sa définition. Économia, telle que nous la comprenons, est un mot d'origine grecque. En principe, tous les noms de toutes les sciences sont grecs. Et Gaïa est un mot préconisé pour reprendre exactement le nom grec de notre planète. Nous devons comprendre que l'économie, dans son ancien sens, ne fonctionne plus. L'algorithme, le code de pensée de l'économie lui-même est déjà obsolète. Adam Smith et Karl Marx, s'ils se réveillaient aujourd'hui, et voyaient comment nous vivons, ce que nous utilisons, ils réécriraient tout ce qu'ils savent sur l'économie.
nous devons réécrire l'économie. Alors, il y a eu plusieurs systèmes. Effectivement, un système libéral qui était fondé, on va dire, sur les préceptes de la main invisible d'Adam Smith, donc le service rendu par un entrepreneur, un commerçant, pour obtenir une somme d'argent en contrepartie. Il y a eu des systèmes communistes également. Donc vous qui êtes ukrainien, est-ce que vous avez été influencé par le soviétisme et par le régime politique communiste ? Oui, bien sûr. Cela m'a affecté. Je faisais partie du monde des affaires. J'étais dans l'économie et je comprenais et ressentais les processus économiques. Ce que j'ai découvert dès le début et qui m'a surpris, c'est le pourquoi l'énergie n'a-t-elle pas sa définition en économie ? Pourquoi l'énergie est-elle un produit à vendre alors que c'est la matière qui fait tout avancer ? Tout fonctionne grâce à l'énergie. Pour extraire l'énergie, il faut de l'énergie. Pour produire, il faut de l'énergie. Pour consommer, il faut de l'énergie. Pour vivre, nous avons besoin d'énergie. L'économie ne considère pas l'énergie comme une contrepartie monétaire, comme une force motrice, une énergie motrice. Notre civilisation moderne s'est construite grâce à l'énergie, parce que nous avons appris à extraire l'énergie des ressources énergétiques. Et c'est ce qui nous a donné le pouvoir de nous déplacer, le pouvoir de construire, le pouvoir de produire. Mais cela ne nous a pas donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour mettre fin à notre avidité. Il ne s'agit plus de produire et d'augmenter la production, mais de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux repartir les avantages que l'énergie nous a apportés. J'ai donc constaté de nombreuses erreurs dans la manière dont nous comprenons l'économie et dont nous obtenons les résultats. Le moyen de parvenir à ces résultats était l'énergie elle-même, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser l'énergie d'une manière différente et faire en sorte que le calcul de la production dans l'économie s'appuie en premier lieu sur une unité d'énergie. Donc, si je résume, l'économie, c'est de l'énergie transformée, c'est de la matière sculptée également, donc c'est de la productivité. Il y a des monnaies qui sont des monnaies d'énergie, des monnaies qui sont basées sur la production de matières premières, sur l'exportation de matières premières, et d'autres monnaies qui sont des monnaies beaucoup plus financières, pour ainsi dire, et qui reposent sur un système, sur des codes déterminés, sur des valeurs juridiques, sur du droit. Les énergies renouvelables sont au centre de quasiment tous les débats écologiques aujourd'hui. Finalement, lorsque je vous entends, j'ai quasiment l'impression, et vous me le disiez lorsque nous avons préparé cet entretien en 2050, ce que je dis aujourd'hui semblera normal, que quoi qu'il en soit, nous y reviendrons. Nous retournerons vers un modèle économique qui reposera sur des énergies renouvelables, que ce soit suite à une décision politique ou par rapport à un contexte inéluctable. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la dictature de l'ancienne logique économique. Le monde nous oblige à évoluer différemment. Nous-mêmes et le monde, nous sommes aujourd'hui entre deux processus. Le premier processus est la mondialisation et le second, je l'appelle la planétisation. La civilisation elle-même évolue vers une sorte de villagisation, c'est-à-dire que la ville, grâce à la communication, a déjà commencé à se désagréger, a commencé à se transformer en une sorte de village numérique. C'est en train de se produire et cela crée une pression pour que les gens acquièrent une nouvelle identité. Il ne s'agit plus d'un citoyen
issu du mot cité. Il ne s'agit pas d'un citadin en tant qu'habitant d'une ville. Il s'agit d'un nouvel homme universel. Cet homme universel est en train de naître et de prendre forme aujourd'hui. Et à l'avenir, nous-mêmes et nos enfants, nos petits-enfants, auront une vision de ce monde différente de celle dont nous le percevons aujourd'hui. Alors tout ceci est en lien naturellement avec la numérisation de la société. Il y a quelques semaines avait lieu à Monte-Carlo la seconde édition d'un sommet consacré à cette transition numérique que nous appelons le métaverse. Je vous propose de regarder ensemble un reportage de Christophe Rigaud. Pendant 3 jours, Monaco est devenue la capitale du métaverse, ce monde virtuel immersif qui combine Internet et réalité augmentée. Plus de 300 participants venus du monde entier se sont donné rendez-vous dans la principauté. On a vu arriver à Monaco les acteurs majeurs de l'avenir de votre vie quotidienne. Je suis très ému parce qu'il y a des grandes sociétés qui ont profité et utilisé leur présence ici pour faire des annonces qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. The metaverse, I explain it as it's a universe of virtual worlds. Over the last sort of 15, even say 20 years ago, there was companies creating 3D spaces that people as avatars could explore. What we now have, say the last 18 months, is we have the emergence of Web3 platforms operating on a blockchain, token-backed or running with cryptocurrencies. And these are platforms which are attempting to create virtual worlds that have economies built on a blockchain, so there's more of a financial reason to engage. That the platforms which will succeed in Web3 are those that focus on specific genres. We call them vertical worlds. Focus on football, focus on fishing, focus on food and the entire user experience, the economy, the events, even the avatar clothing or the accessories are built towards the niches. If you give a brand's advocate, fans of a brand, if you give them the ability to create themselves underneath the umbrella of the brand, it's like gold dust for companies. Monaco a toujours été en pointe dans l'utilisation du digital, dans l'urbanisme, la santé, l'environnement, mais aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, Monaco est par exemple le premier pays où chaque élève de 3 à 18 ans apprend le coding 1 heure par semaine. Économie, santé, éducation, je pense que c'est de là d'où viendront les principales innovations dans la technologie pour la principauté. Il y a vraiment depuis maintenant près de 5 ans une vraie volonté de faire de la transition digitale, numérique, mais également de la transition écologique. Comme vous le savez certainement, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II souhaite vraiment qu'on œuvre sur ces 2 leviers, qu'on apporte aussi des projets, des entreprises issues du monde écologique, qu'on ait les plus hauts standards sur l'environnement, sur non seulement la construction et l'immobilier, mais également sur la technologie. Donc on œuvre sur ces 2 leviers pour notre développement économique et on n'oublie pas que voilà, l'un ne marche pas sans l'autre. Le métaverse, grâce à l'utilisation de la blockchain, va également changer nos modes de consommation, d'achat ou tout simplement de faire du tourisme. Quels sont les meilleurs endroits à visiter à Monaco? Voici quelques-uns des meilleurs endroits à découvrir à Monaco. 1. Le Palais Princier de Monaco. Pour moi aujourd'hui, la vraie avancée technologique de la blockchain, ça va être le fait que par exemple demain vous voulez acheter un produit, vous n'avez jamais plus besoin d'être en magasin, vous pouvez l'avoir sous forme d'hologramme, vous pouvez l'essayer peut-être en temps réel, directement par le fait d'un NFT ou d'une transaction sur la blockchain, vous pouvez le recevoir chez vous, tout en passant par des smart contracts, sans jamais avoir besoin de repasser par des interlocuteurs ou avoir toutes ces choses un peu chronophages qu'on a jusqu'à présent. Je pense que la blockchain peut répondre à une efficacité, en tout cas dans le parcours client aussi, et c'est clairement là-dessus qu'on se projette. La joaillerie de luxe s'est également emparée du métaverse. On peut désormais acheter le jumeau numérique de son bijou en 3D ou le faire porter par son avatar. Nous avons une collection en or 18 carats, en diamant, en pierres précieuses et nous avons aussi à l'aspect 360 degrés Web3, c'est-à-dire qu'on a le certificat blockchain pour les pièces, le digital twin, donc le jumeau numérique
Quand on achète la pièce, on peut la voir en 3D, donc on peut l'essayer, on peut la regarder sous toutes ses coutures. À l'aspect aussi du certificat blockchain, on peut avoir la traçabilité, en fait, d'où est-ce que les pièces sont fournies, où est le sourcing des pierres, l'histoire qui va autour donc, de la pièce, et également le collectible, donc on dit le wearable pour les avatars. Grâce aux NFT, ces objets numériques authentifiés, on peut maintenant monétiser les artistes et les créateurs. Notre mission, c'est vraiment de supporter les créateurs de partout et surtout leur permettre de monétiser le contenu qu'ils créent. Parce que par le biais de ce contenu, en fait, très souvent dans le Web 2, les plateformes ont bénéficié du contenu apporté par les utilisateurs et l'ont monétisé, mais ce sont vraiment les plateformes qui ont tiré la plus grande partie du revenu. Ce ne sont pas les utilisateurs créateurs, alors que ce sont eux qui ont finalement apporté cette valeur. Dans le Web 3 et dans Sandbox, notre but c'est que 95% de la valeur qui est générée par les créateurs et les utilisateurs retourne aux utilisateurs. Donc nous, on ne touche seulement que 5% de transactions à chaque fois qu'un utilisateur va acheter soit à la plateforme un contenu officiel d'une marque, soit à un autre utilisateur, puisque les utilisateurs peuvent s'acheter et se vendre des contenus en direct, ce qui donne naissance à une économie numérique complète. Un NFT, c'est la preuve d'une transaction d'un point A à un point B. Que cette transaction soit l'envoi d'un SMS, d'un email ou juste la transaction d'une image qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir. Donc à partir du moment où on comprend que c'est une technologie, on ne peut pas se poser la question si on est pour ou contre. On est pour ou contre de son impact. Ça, à la rigueur, on peut en discuter. Est-ce qu'on est pour le fait que des gens achètent des singes à $1,5 million, des photos de singes? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre que quelqu'un achète un Picasso à $300 millions, les Dames d'Alger? Littéralement, un NFT, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible. Pour vous donner une image, si on prend 2 billets de 100 € avec le même numéro de série, l'un est fongible car il a son identique. Si je le signe à la main, celui de gauche devient non fongible. Je ne peux pas le répliquer. Si on va un tout petit peu plus loin, il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain qui fait que si je prends ce billet et que je vous le donne, il y a une preuve irréfutable sur un grand livre comptable qui s'appelle la blockchain que ce billet est parti de chez moi vers chez vous. Pour aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui tout le monde est en train de parler d'intelligence artificielle et de ce mouvement incroyable qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on pourrait répliquer cet entretien à l'identique, visuellement et de manière audible, et on ne saurait pas quel est le faux du vrai. Un NFT demain pourrait faire que vous pourriez cliquer sur un bouton et prouver que c'est vous qui avez créé ce contenu. Donc le NFT avec l'intelligence artificielle prend tout son sens, car il vient prouver la transaction, que ce soit un email, un SMS comme je disais encore tout à l'heure, ou une image d'un point A vers un point B. Prenons une Fiat 500. Okay, une Fiat 500, ça vaut aujourd'hui sur le marché 10 000 €. Si demain on fait dessiner Picasso sur cette Fiat 500, elle n'a plus le même prix. Mais ça reste une voiture qui vous emmène d'un point A à un point B. Mais dans l'inconscient collectif, on accepte. Donc ce qui s'est passé avec les NFT, c'est la même chose. On a pris une transaction d'un point A vers un point B, on lui a mis une image et ça a eu une valeur marchande. Mais ça ne change pas l'utilité. Ça ne change pas le fait que ça sert à quelque chose et qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a besoin de cette chose. On a besoin de pouvoir tracer les choses. On a besoin de savoir s'il y a véracité entre l'échange que nous avons. Alors lorsque l'on voit ces prouesses technologiques, ces évolutions qui se répandent de plus en plus dans la société, dans les schémas économiques également, qu'est-ce que cela évoque pour vous, la digitalisation de la société? À quoi cela fait référence? Comment est-ce que vous l'accueillez? Je dis toujours, si vous voulez comprendre ce qui vous arrive, faites un zoom arrière et regardez-vous de l'extérieur. Si vous voulez comprendre les problèmes qui vous entourent, faites un zoom arrière et essayez de regarder le monde de loin. Et ne le regardez pas comme une image figée, mais un mouvement, comme si vous regardiez un film. Ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant, et ce qui pourrait se passer. Plus vous faites un zoom arrière, et plus vous pourrez prédire le processus, ce qui peut arriver. De ce point de vue, il est très important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire au cours des 100 dernières années. Lorsque vous prenez du recul sur notre planète
et que vous la regardez avec le regard d'une personne qui l'observe sur un laps de temps de 100 millions d'années, 200 millions d'années, peu importe, vous prendrez 100 ans pour une seconde. Vous verrez que cette planète a toujours vécu sur le même mode avant que la lumière électrique ne s'allume. La lumière s'est donc allumée sur cette planète tout juste maintenant. Nous ne sommes plus en train d'observer la formation des continents sur cette planète. Nous constatons que chaque matin, chaque soir, le nombre d'ampoules augmente et l'énergie commence à éclairer la surface de notre planète. Nous pouvons donc dire par cette observation qu'aujourd'hui a commencé une nouvelle histoire de cette planète et l'histoire de l'homme sur cette planète. Elles se rejoignent, c'est-à-dire que l'homme et la planète ont la même histoire. L'histoire a commencé maintenant. L'électricité est donc la frontière qui sépare l'époque d'avant notre ère et l'époque après notre ère. Notre époque, c'est l'ère de la lumière. L'électronique, la mécanisation et la numérisation, tout en un. Nous avons commencé à vivre dans un monde différent. Cela veut dire qu'un écosystème est en train de se dessiner, se façonner, se construire. Cet écosystème est appelé économie. Et notre nouvelle économie est un écosystème. C'est pourquoi nous parlons de Gaianomie. Gaianomie est une économie de Gaïa. C'est une économie qui tient compte à la fois de la planète et de l'homme. Mais il y a un troisième acteur en plus de l'homme et de la planète. Il y a un acteur important. Cet acteur représente la totalité de tout ce que nous avons produit au cours de ces 200 années. C'est un monstre métallique. Avant cela, sur notre planète, avant l'émergence de la lumière, de l'énergie, rien d'inanimé ne bougeait. Seul le vivant, biologiquement vivant, les animaux, les gens, la végétation bougeaient. Et après cela, quelque chose de troisième, d'inédit, a commencé à se mouvoir. Et ce quelque chose, c'est nous qui l'avons généré, produit et inventé. Et ce quelque chose a commencé à nous surprendre et à nous étonner. Nous avons fini par nous asservir à ce monstre mécanique qui nous rapporte des bénéfices et nous aide à réaliser ce que l'homme ne peut pas faire. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je me suis entretenu avec Laurence Vanin, qui est philosophe, essayiste et qui était présente au Salon Métaverse à Monaco et qui s'intéresse elle aussi beaucoup à la porosité qu'il y a avec le réel et la fracture que le métaverse peut induire. Alors la notion de l'avatar a été traitée, je vous propose que nous l'écoutions ensemble. Alors déjà, le métaverse, on sait que c'est un monde parallèle, mais ça va être en réalité un monde à côté du monde que nous vivons. Sauf qu'il est à côté parce que quand je me connecte finalement, je peux être dans mon salon, donc je pars dans une autre réalité. C'est une réalité secondaire. C'est une autre réalité au sens où je fais une immersion dans quelque chose qui ressemble à la réalité et qui m'accapare complètement, en tout cas qui accapare ma conscience, et mon corps va rester dans le monde concret auquel j'appartiens. C'est une immersion, je sens, dans une seconde représentation pour ainsi dire, mais est-ce que c'est une réalité parce qu'on parvient à y croire, parce que cette représentation est crédible, ou parce que cette représentation peut avoir des conséquences sur le physique également, sur le long terme? L'immersion en elle-même, elle a sa vocation, c'est rendre poreuses les frontières entre le réel et l'irréel. Or, lorsque l'on entend ce type de propos, à propos de l'avatar, qu'est-ce que cela évoque pour vous? L'avatar, qu'est-ce que cela représente? Nous avions tous un avatar avant de l'inventer. Chacun de nous est un avatar de ce qu'il est au fond de lui. Vous, votre visage, votre personnalité, c'est un reflet de votre personnalité intérieure. C'est l'avatar.
L'homme s'efforce donc de se perfectionner pour que son avatar soit une copie parfaite de sa personnalité intérieure. Chacun d'entre nous a deux personnalités. L'une est la façon dont il se voit à l'intérieur et l'autre est la façon dont les gens le voient à l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes tous des avatars ambulants. Et maintenant, nous acquérons cet avatar numérique pour qu'il nous aide dans le futur à atteindre un niveau où notre moi intérieur et notre non-apparence, notre personnalité se rejoignent parfaitement grâce à l'avatar. Le jumeau numérique, cette copie numérique est donc l'avatar. À l'origine, le monde s'est créé sous une forme d'abord spirituelle, puis matérielle. La matière même tire son origine d'un état métaphysique. Merci Ares Youssef d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, ce numéro de Territoire de France est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de TV5 Monde. À très bientôt.